savoir que le problème de la dette est un réel problème et qu'il est actuel, puisque en 2011, c'est pas moins de 800 millions de dollars que la Tunisie s'est engagée à rembourser auprès de ses créanciers, donc la France, le FMI, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, les banques privées, etc. Donc c'est 800 millions de dollars, et cet engagement, il a été pris avant le 14 janvier. C'était un engagement inscrit dans la loi de finances 2011, donc sous la dictature de Ben Ali. Alors pour certains et certaines, il n'y a pas de problème en Tunisie au niveau de la dette, puisque la dette serait soutenable. On nous dit que ça fait à peu près 40%, la dette représente environ 40% du PIB, mais ça c'est vraiment ignorer la dimension politique de la dette, puisque la dette c'est pas uniquement une affaire de gros sous, c'est également un système. Donc un pays endetté comme la Tunisie, comme les pays du Sud, tant qu'ils ont une dette, ils sont soumis au chantage, au diktat des créanciers, et en premier lieu de la Banque mondiale et du FMI. On verra ça tout à l'heure avec le plan Jasmin, puisqu'on va analyser ce plan. Mais voilà, les clés du développement de la Tunisie sont explicitement confiées à la Banque mondiale et au FMI à travers ce plan Jasmin. Et la dette fait partie donc de cet outil de domination politique sur la Tunisie. Et donc, nous, ce qu'on dit au CADT, mais aussi au collectif A7, c'est que la Tunisie pourrait prendre une autre voie que de continuer à rembourser la dette, et pourrait auditer sa dette pour identifier toutes les dettes qui n'ont pas servi à la population. En particulier les dettes odieuses. Donc la dette odieuse, c'est une dette contractée par une dictature, sans bénéfice pour la population et avec la complicité des créanciers. Et toute la dette, au moins toute la dette contractée par le régime de Ben Ali est une dette odieuse, puisque c'était une dette clairement contractée par un pouvoir dictatorial. Donc, mais pour préparer sa défense, la Tunisie a intérêt à accumuler les preuves de cet endettement odieux, de cet endettement illégitime, et c'est la raison pour laquelle on exige un audit de la dette tunisienne pour voir ce qui a servi ou pas à la population. Alors, voilà, parce que la dette, on nous présente souvent le remboursement de la dette comme quelque chose de moral, comme un engagement moral d'un État. Un État doit rembourser ses créanciers, sauf que cette dette, en particulier dans le cas de la Tunisie, c'est une dette odieuse, donc une dette illégale. Donc il n'y a aucun fondement juridique à rembourser cette dette. Et dans l'histoire, il faut savoir que dans l'histoire, nombreux sont les pays qui ont refusé de rembourser la dette. Le pays qui a le plus utilisé la doctrine de la dette odieuse, c'est, vous en doutez peut-être, c'est les États-Unis. Donc les États-Unis ont utilisé à leur compte la doctrine de la dette odieuse. Alors pourquoi la Tunisie ne le ferait pas pour se libérer, encore une fois, de ce fardeau et de l'emprise des créanciers sur son économie? Alors, je veux juste finir en disant que donc je vous ai dit que c'était justifié moralement, c'est justifié légalement que de refuser de rembourser la dette, mais c'est aussi justifié économiquement. C'est justifié économiquement puisque de nombreux économistes néolibéraux, donc qui sont a priori pour rembourser la dette, considèrent qu'un pays qui suspend le remboursement de la dette, il n'y a pas forcément de conséquences économiques majeures. Un exemple récent qui le prouve, c'est l'Argentine. L'Argentine, en 2001, a refusé de rembourser toute sa dette. Et pendant cette année de moratoire sur le paiement de la dette, l'Argentine s'est redressée économiquement. Et enfin, je terminerai juste en disant que l'Équateur nous montre un dernier exemple de ce qu'il faut faire, à notre avis, puisque l'Équateur, en 2007-2008, a audité sa dette, donc a fait un audit intégral de sa dette, donc la dette publique interne et externe, et cet audit a permis de révéler qu'une part importante de cet endettement était illégitime. Et sur base de cet audit, l'Équateur a refusé de rembourser une partie importante de sa dette. Et il n'y a pas eu de représailles, donc ça c'est important de le dire, il n'y a pas eu de représailles des créanciers, donc l'Équateur a toujours un accès au marché financier encore actuellement. Donc c'est du chantage que de dire un pays qui s'attaque à sa dette sera exclu économiquement, politiquement, puisque l'Équateur montre clairement l'inverse. Merci. Et pour qu'un audit soit lancé le plus rapidement possible par le gouvernement provisoire qui va remplacer
celui de Raed Sebsi. Et donc on est pour que ça soit en fait qu'il y ait une sorte de je dirais d'autorité administrative indépendante qui soit composée par des experts, des hauts fonctionnaires de l'État actuel qui ont une vision sur comment les contrats de dette ont été contractés exactement, que ça soit qu'il y ait des experts internationaux qui ont déjà une expérience dans la dette, notamment peut-être l'Équateur, l'Argentine, de la Norvège, etc. D'accord. Et aussi des représentants de la société civile pour garantir la transparence du moins du processus. Donc là-dessus, notre position est claire. Quant à la suspension du paiement de la dette pendant cet audit-là, je pense qu'il faut creuser plus la position pour être responsable. Il ne faut pas partir dans des positions démagogiques parce que vous avez parlé de l'exemple de l'Équateur. L'Équateur a su faire face aux répercussions, je dirais, de la suspension de la dette parce qu'il a des réserves naturelles, ce que nous, on n'a pas. Donc il faut étudier les répercussions de la suspension de la dette sur notre note souveraine et voir qu'est-ce que ça imposerait, ça impliquerait dans le paiement de la dette puisqu'on paye la dette en devise. Donc ça, c'est un point important à étudier. Avant, nous, notre objectif, c'est de suspendre la dette, le paiement de la dette, mais il faut être sûr que c'est un choix responsable qui n'engendrerait pas des complications économiques. Quant au... Je pense avoir répondu aux questions. Le résultat, on est prêt à... Je prends encore l'exemple de l'Équateur. Je pense qu'il avait... Quand 80% de sa dette était odieuse de mémoire de ce que j'avais lu, et c'est par des négociations qu'il a annulé la dette. Il n'a pas décidé unilatéralement. Je pense qu'il faut passer par la en pensant à Takat qu'il faut passer par la diplomatie du moins au début, et si ça ne marche pas et que la dette est odieuse, l'annuler. Mais il faut toujours privilégier les moyens diplomatiques. La dette en tant que telle, ex nihilo, c'est pas le sujet principal. Le sujet principal, c'est pourquoi auditer une dette et voire proposer un moratoire sur celle-ci. Parce que la situation économique actuelle de la Tunisie est catastrophique. Pas pour tout le monde. C'est ça qu'il faut bien intégrer et c'est sur quoi insiste le PDM. Et c'est pourquoi je dirais juste un mot sur la nécessité, en même temps que de traiter de ce sujet de la dette, c'est de tout de suite, très rapidement, mettre en place un plan de justice fiscale en Tunisie. Parce que l'argent existe, sauf qu'il est confisqué. Et je pense qu'il faut mobiliser l'épargne nationale, mobiliser l'argent qui est présent, via, entre autres, pas seulement, via un grand plan immédiat de justice fiscale. Refaire rentrer l'impôt pour pouvoir refaire démarrer l'économie tunisienne. Sur la dette, néanmoins, ça constitue quand même un gros morceau de ce qu'on pourrait récupérer. Outre l'impôt, il y a aussi effectivement la dette. Et je suis complètement d'accord avec la présentation qui a été faite initialement. Les exemples qui ont été pris sont justes. Et le PDM, pour sa part, pense aussi que cette dette odieuse, il n'y a strictement aucune raison, ni politique, ni économique, encore moins économique, de la payer telle qu'elle. En conséquence, oui, non seulement à un moratoire, mais même, allons plus loin, à une annulation de la dette. Et ça, c'est une attitude responsable. Parce que si la situation en Tunisie est actuellement difficile, à tout point de vue, c'est parce que les gens sont dans une situation sociale dramatique. Les choses sont liées. On ne peut pas commencer à parler aux gens de liberté d'expression, de liberté politique, etc., s'ils n'ont pas de quoi vivre, voire survivre. En conséquence, la responsabilité, c'est aussi de dire les choses clairement, dire ce pays s'est endetté par un dictateur de façon odieuse, ça a été dit, et expertisons tout cela, voyons un peu de quoi il s'agit au juste, et effectivement, au minimum un moratoire, nous sommes tout à fait favorables à cela, et même, ça a été fait dans le passé, ça a été rappelé, et je crois qu'il ne faut absolument pas céder à un quelconque chantage. Il est de toute responsabilité et de toute urgence de ne pas la payer s'il s'avère, après expertise évidemment par la société civile, nous n'y voyons aucun inconvénient, mais même nous l'appelons dans un pont de nos voeux, de ne pas la payer. Sur ce sujet-là, la position du PDP est aussi très claire et donc on va essayer de la dissocier, en fait, de dissocier le problème en deux étapes. Donc pour ce qui est du moratoire, suspension
de paiement ou alors non-remboursement, ça dépend des définitions, unilatéralement, nous pensons qu'il ne serait pas judicieux de prendre cette position-là, pour une raison toute simple. Il ne vous a pas échappé qu'en Tunisie aujourd'hui, il y a une réelle crise économique et que certaines régions s'attendent à recevoir des investissements majeurs. Ces régions-là ont fait la révolution et s'attendent à voir arriver quelque part des infrastructures et des chantiers et des projets. Pour faire ces projets-là, il faut des ressources. Prendre unilatéralement la décision d'annuler, de ne pas rembourser la dette, ce n'est pas judicieux et c'est prendre le risque de se priver de ces ressources-là. En revanche, pour ce qui est de l'audit, nous sommes tout à fait d'accord et on pourrait envisager de faire un audit très rapidement qui associerait par exemple la société civile tunisienne, puisque c'est un sujet qui la concerne en premier lieu, vu l'importance de la décision à prendre. Donc un audit qui pourrait aussi accueillir certains experts à titre voilà, de conseils et d'experts internationaux. Et si l'audit révèle la présence d'une dette odieuse, on pourrait envisager d'ouvrir un débat dans une assemblée qui serait élue, puisque le peuple aussi a son droit de regard et son droit de parole sur un sujet aussi important. Ça pourrait être, dans le cadre de l'Assemblée nationale, débattre justement de l'annulation, la demande surtout d'annulation de cette dette-là odieuse vis-à-vis des instances internationales. Maintenant, juste une petite remarque pour M. Renaud Vivien, quand on prend le cas de l'Argentine en 2001, c'était un pays en faillite, ce qui n'est pas encore le cas de la Tunisie, heureusement. Donc c'est pour ça qu'on prône la prudence par rapport à ce sujet-là, mais on est tout à fait d'accord pour lancer un audit et le plus rapidement possible. En fait, le problème de la dette est crucial, certes, mais par rapport aux élections auxquelles on s'apprête de participer, qui concernent la constituante, je ne dis pas que ça peut attendre, mais en tout cas la priorité des priorités aujourd'hui, c'est de débattre des projets de chacun par rapport à la Constitution. Donc je ferme la parenthèse. Pour nous, le Parti du travail tunisien, on dit qu'il faut concilier entre deux intérêts ou deux principes antagoniques. Le premier, c'est l'indépendance et la souveraineté économique de la Tunisie. Ça, c'est extrêmement important à préserver. Et puis, le deuxième intérêt, c'est de drainer des investissements directs étrangers pour la Tunisie. C'est-à-dire essayer de concilier ces deux principes n'est pas du tout facile. Certes, la Tunisie s'est endettée et les dettes ne se valent pas. C'est-à-dire qu'il y a des dettes qui sont justifiées, il y en a d'autres qui ne sont pas du tout justifiées, qui ont servi à alimenter la machine infernale, la machine répressive du régime déchu. Et ceux qui ont prêté à Ben Ali et Co savaient pertinemment la destination de ces fonds. Et nous, bien évidemment, d'un point de vue à la fois éthique, juridique et moral, on est fondé à, au moins, pour le moins, renégocier. Et puis, éventuellement, pourquoi pas, si ces gens veulent aider la Tunisie et la transition démocratique de la Tunisie, ils peuvent quand même faire un geste, et le geste ne sera pas uniquement, comment dire, fictif ou d'encouragement verbal. Hein. Donc il faut qu'ils mettent la main dans la poche. Ceci étant dit, pour les dettes qui avaient servi à des investissements, etc., et qui comportaient plutôt des taux d'intérêt exorbitants, bien évidemment, vous savez que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ne prêtent pas sur la base des mêmes taux que d'autres parties, et sur la base d'accords bilatéraux, éventuellement. On parle de quoi? On parle d'une dette. D'une dette, une mauvaise dette. C'est comme le cholestérol, il y a du bon et du mauvais. Bon. On parle du mauvais, malheureusement. Donc il ne faut pas avoir du mauvais cholestérol. Mauvaise dette, une dette de régime. On dit la dette de régime part avec le régime. Mais ce n'est pas à la Tunisie de prendre cette décision. Elle ne peut pas prendre. Oui, pour l'audit. Très bien, c'est une bonne idée, excellente idée. Donc il faut, c'est bien, il y a deux actions souvent. Crier fort, c'est bien. Faire l'audit, c'est d'annuler. Et créer, la création. Et je pense que c'est ça ce qu'il faut faire aujourd'hui en Tunisie. Nous on propose deux actions. Une action immédiate à court terme, relancer l'économie du pays par la consommation locale.
réduire les dépenses publiques. Et ça, je pense que tout le monde est conscient que c'est très important et on peut le faire. Moi, je donne un exemple rapide. Il y a un budget, le budget de présidence est de 330 milliards. Okay, ça peut faire travailler 50 000 ouvriers par an, avec un SMIC de 800 dinars. Je donne des exemples. Donc je disais réduire les dépenses publiques et le civisme fiscal. Aujourd'hui, on a un vrai problème de civisme fiscal, la fiscalité. Pardon. Je peux terminer? Ah oui, excellent. Très bien. Civisme fiscal, pourquoi? Aujourd'hui, la recette publique, elle est de 10 milliards de dollars. Et on sait très bien que tout le monde ne paye pas d'impôts. Et je leur donne raison, pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas trop où l'argent va. Donc il faut jouer la transparence, il faut expliquer les gens. La Tunisie n'est pas un pays pauvre. La Tunisie est un pays qui souffre, mais qui est bien. Donc je propose de continuer à créer, oui, pour l'audit. Et j'ai par contre une question. Moi, je connais un petit peu les audits. Un audit, c'est mobiliser de l'énergie, des ressources, des experts. Qui paie l'audit? Ah, c'est une bonne question. Oui, je sais. On va prendre sur le service de la base. Ah, voilà, exact. Merci. Pour le projet constitutionnel, on est pour inscrire la révision, enfin l'audit régulier de la dette extérieure de la Tunisie dans la Constitution. Toute contraction de la dette doit passer bien sûr par le Parlement, donc le Parlement doit bien sûr y souscrire. Il ne s'agit pas de prendre des dettes comme ça, et les dettes doivent être contractées pour de l'investissement qui crée de la richesse, et non pas des dettes pour la consommation. Et ça, c'est un point extrêmement important. Après, nous sommes aussi pour une transparence complète au-delà des dettes, mais c'est un point qui touche à toutes les finances, à toute la finance et le budget de l'État, qui est un point important. Nous sommes pour une transparence complète de tous les salaires des ministres, des budgets des ministères, des budgets de l'État, et même du salaire du président. Donc une transparence totale, que ça soit accessible à tous les citoyens, et inscrire l'audit régulier dans la Constitution. Pour Correa, en Équateur, l'idée, c'est que le peuple n'ait pas à supporter par des sacrifices au niveau des services publics. J'entendais tout à l'heure qu'on appelait à baisser les dépenses publiques. Ça me paraît dangereux dans le contexte actuel. Mais dans l'idée du président équatorien, c'est cette idée-là qui prévaut. Dans l'idée de la règle d'or, c'est au contraire, justement, de ne pas trop dépenser et de... Bon. Je crois que ce sont des politiques économiques qui doivent être décidées au niveau des gouvernements, et c'est aux citoyens, en choisissant leur gouvernant, de décider quel est... Il est parfois bon de faire je vais être peut-être iconoclaste, mais je veux dire, il est parfois bon de faire de l'endettement quand il est justifié de l'en faire. Je veux dire, les politiques keynésiennes sont basées sur un certain degré d'endettement public. Ça dépend de ce qu'on en fait, encore une fois. Si c'est pour construire des hôpitaux, relancer une protection sociale digne de ce nom, etc., oui, la dette peut être justifiée, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de totem de la dette ou de l'absence de dette, c'est pas la question. En revanche, ce que je voulais dire, quand même, juste un dernier mot. La question, c'est sur la Constitution. Bon, la Constitution, j'ai répondu, je crois qu'il n'y a pas lieu. En revanche, sur ce qu'on aimerait inscrire, en revanche, dans la Constitution au niveau du pôle démocratique moderniste, c'est qu'il y ait une Cour des comptes et des mécanismes de contrôle administratif à tous les niveaux et indépendants, de telle sorte que l'on ait une appréciation indépendante de la chose. Parce que ce qui s'est passé pendant de nombreuses années en Tunisie, c'est que même les chiffres dont on disposait, les comptes étaient falsifiés. On se basait sur quoi? Sur un maquillage permanent de la réalité, en vérité. Et donc, instaurer au niveau constitutionnel des institutions indépendantes qui, sur les comptes, mais dans d'autres domaines, en termes de justice, en termes de vérification aussi de la constitutionnalité des lois, ça nous paraît important à inscrire dans le marbre de la Constitution. En revanche, dire dans le marbre de la Constitution, il faut plafonner la dette à temps ou à temps ou à temps, non. Alors, si j'ai bien compris la question,
c'est que c'est par rapport, voilà, c'est par rapport, par exemple, on peut se dire ne pas dépasser 70% du PIB. Point. Moi, c'est une question que je, voilà, ou de dire on dépasse. Passer comme message en une demi-minute, c'est de dire qu'il n'y a pas en tant que tel la dette en tant que telle ne veut rien dire. Ça dépend de ce qu'on en fait. Voilà. Et s'il faut, à un moment donné, accepter une dette, pour le coup, non pas odieuse, mais vertueuse, pour relancer l'économie, remettre de l'argent pour construire des hôpitaux, des voies de chemin de fer, etc., etc., là, oui, ça se justifie pendant un temps donné. Et récupérer surtout l'argent et l'épargne nationale via une fiscalité juste. Le BDP, je pense que cette question est intimement liée déjà à votre question de tout à l'heure. C'est-à-dire que l'obligation de mettre quelque chose dans la Constitution sur ce sujet-là dépendra fortement des résultats de cet audit. Je veux dire, aujourd'hui, on va plus vite que la musique. Je pense que la Constitution n'est pas là, effectivement, déjà pour se focaliser uniquement. C'est un sujet important, j'en conviens. Mais si, imaginons un peu, si l'audit décèle une grande part de la dette odieuse, là, il n'y a plus question, il n'y a plus sujet. Au sein de l'Assemblée constituante, je pense que tous les partis se mettront d'accord pour éviter que dans l'avenir, il se passe les mêmes erreurs que par le passé. Maintenant, pour une vision plus générale, et la position, pour notre parti en tout cas, c'est de recourir à un endettement, mais qui soit modéré pour l'avenir. Modéré, et puis surtout diversifier nos sources de financement. Vous parliez tout à l'heure du FMI et de la Banque mondiale. Il faut voir que le FMI est en train de changer, avec le Brésil, avec des pays émergents qui sont en train de prendre de plus en plus de poids. Peut-être que le FMI, dans l'avenir, sera plus un partenaire qu'il l'était par le passé avec des pays comme la Tunisie. C'est une supposition. On ne peut pas négliger le fait qu'il peut y avoir des changements au niveau de cette institution-là. Soyons optimistes sur le sujet. Donc quelque part, pour avoir ce sujet dans la Constitution, je reviens et je redis, ça dépendra fortement des résultats de l'audit. Et je pense que le sujet ne se posera plus de la même manière si l'audit décèle une grande part de la dette odieuse tunisienne. Pour le Parti du travail tunisien, on considère que ce n'est pas le rôle de la Constitution que d'entrer dans des détails techniques et d'empiéter sur la marge de manœuvre des gouvernements qui auront donc la tâche de diriger les affaires de la nation. On ne peut pas tout mettre dans une constitution. La constitution, c'est des principes généraux, c'est des orientations générales, c'est des principes qui concernent la souveraineté économique et cette problématique de la dette, elle relève de ce problème-là. Donc on ne va pas non plus ligoter les mains de ceux qui dirigeront la Tunisie demain et avec des mesures technicistes intégrées au sein du corps de la Constitution, ça, hors de question. Et bien évidemment, quand il s'agit de s'engager ou d'engager le pays dans des dettes, il y aura des débats. À part les espaces publics, il y a un Parlement, il y a un Conseil économique, social et environnemental, comme on le prône nous au sein du Parti du travail tunisien. Donc tous ceux-là sont appelés à donner leur avis, à participer au débat à propos des endettements négociés, justifiés, créateurs d'emplois et de richesses. Ça, c'est la position du Parti du travail. Connaissez-vous l'effet levier? C'est quoi? Je peux prendre un crédit, je reviens sur le bon et mauvais cholestérol, je peux prendre un crédit, un bon crédit. Ça veut dire quoi un bon crédit? Ça veut dire que le coût du crédit est inférieur à la rentabilité. Et ça, c'est autorisé et même on peut l'encourager. Pour la mauvaise dette, je pense, à mon sens, il ne faut pas parler de limites, il faut parler de règles. Règles, c'est quoi? Il faut éviter la mauvaise dette, le mauvais crédit. Il faut encourager le bon. Pour l'endettement ou la mauvaise dette, il faut peut-être passer par un référendum. Donc c'est une règle, un point structurant de la Constitution. C'est un point structurant. Il faut aussi que le taux du crédit ne dépasse pas le taux de croissance du pays. Et c'est un point structurant.
Et la Constitution, c'est les principes directifs d'un pays, donc c'est les points structurants. Donc oui, pour parler des points structurants qui concernent le pays, qui concernent les Tunisiens. Merci. Jasmin ne fait pas partie de la feuille de route, il n'a pas été discuté par ces partis-là. C'est une initiative du gouvernement Raïd Sebsi, c'est à lui de l'assumer. Je ne vois pas... Non, mais j'ai pris l'autorisation. Je peux vous envoyer la... Je l'ai republié sur mon compte Facebook justement après... Attendez, juste on va mettre... Donc pour être clair, j'ai compris le sens de votre question et j'ai eu à y répondre il y a 2-3 jours dans une assemblée qui était un peu houleuse. Sur ce sujet-là, et pour mettre les points sur les i. Le plan Jasmin ne fait pas partie de la feuille de route. Quand vous dites à l'Assemblée qui est présente ici, le plan Jasmin engage la population tunisienne, c'est encore faux, je suis désolé de vous le dire. Qui présente quelque chose au FMI, à la Banque mondiale, c'est M. Raïd Sebsi et son gouvernement qui sont responsables. Mais la Tunisie n'est pas engagée. Qui vous dit que le FMI va financer ce plan-là? Mais non, mais non. Alors, mais attendez, il finit. C'est-à-dire qu'en gros, ce plan-là, c'est un effort louable du gouvernement de Raïd Sebsi de présenter sur 3-4 ans un projet. Nous, chaque parti a son projet. L'essentiel aujourd'hui, c'est de se retrouver au sein de l'Assemblée constituante élue par le peuple et de discuter autour d'un projet économique et social sur les 12 prochains mois, le temps d'une transition calme et sereine. Ça ne sera pas le plan Jasmin. On pourrait peut-être s'en inspirer sur certains aspects, mais ça ne sera pas le plan Jasmin. Chaque parti a ses idées économiques. Okay. On les discutera. Cette feuille de route est composée en 5 points, principalement pour arrêter le débat. Il y avait un débat sur un référendum. Et pour arrêter ce débat sur le référendum, cette charte a été signée. Elle précise notamment que Raïd Sebsi et son gouvernement doivent partir dès qu'il y a une élection d'un nouveau président et d'un nouveau Premier ministre par l'Assemblée constituante. N'oublions pas que l'Assemblée constituante va être la seule instance légitime en Tunisie. Donc c'est à elle, si le plan Jasmin, c'est à elle de discuter le plan Jasmin. Tous les partis politiques qui seront là-dedans, c'est à eux de voir quelles réformes urgentes et est-ce qu'on conduit le plan Jasmin ou pas. Pour Otakato, nous favorisons un endettement intérieur par des émissions obligataires de l'État et non pas par un endettement extérieur. Donc déjà le plan Jasmin nous pose un problème sur ce point-là. Raïd Sebsi a négocié des lignes de crédit avec le FMI et la Banque centrale et la Banque mondiale. Qu'est-ce que ça veut dire des lignes de crédit? C'est-à-dire des prédispositions de ces instances-là à nous donner de l'argent. Ces lignes de crédit, ça dépend aussi. L'Assemblée constituante et le nouveau gouvernement va les activer ou aller. Et c'est ça la vraie question. Elles ne sont pas actives, elles sont disponibles. C'est des lignes de crédit disponibles, peut-être. On ne sait pas où est-ce qu'en sont les négociations, mais c'est pas contractuel. Juste... La feuille de route qui a été signée par le PDM, c'est une feuille de route politique. Donc, pour une simple raison, c'est pour que tout le monde soit rassuré sur l'après-élection, qu'il n'y ait pas de vide institutionnel après l'élection. Rien à voir avec une orientation économique qui est à l'évidence très néolibérale dans ce plan Jasmin. Et si vous me posez la question, je vais être très bref sur l'inspiration néolibérale du plan Jasmin, elle ne fait pas partie de la tasse de thé du pôle démocratique moderniste. Il y a une distinction à faire entre la feuille de route, comme viennent de le rappeler des camarades, donc qui est venue dans des circonstances particulières d'un débat sur le référendum, et puis le plan Jasmin que nous, bien évidemment, on dénonce de manière claire et catégorique, dans la mesure où ça reproduit les conditions de possibilité d'un nouveau protectorat. Et j'ai parlé tout à l'heure donc de la souveraineté économique, comment on l'a intégrée dans notre Constitution, dans des principes clairs, nets et précis, article 40 de notre projet de Constitution. Et puis, quand on se rappelle en 1881, avec le BEI et l'endettement BEI-légal, c'est ce que, là, aujourd'hui, ce n'est plus la France, mais c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Alors, il faut savoir ceci d'une part. Et d'autre part,
Quand on dit que ben, il n'engage pas la Tunisie, eh ben, je suis désolé, il engage la Tunisie. Et quand il signe au nom de la Tunisie, il l'engage. Malgré nous, il nous engage. Ce qui va nous faire un boulot supplémentaire de renégociation, peut-être de rééchelonnement, peut-être de dénonciation, mais dans tous les cas, la continuité de l'État, je parle en connaissance de cause en tant que juriste, à partir du moment où un responsable qui soit élu ou pas engage l'État, il est engagé. Selon le principe de la continuité de l'État. Maintenant, on refait une autre révolution, ça c'est autre chose. Le plan Jasmin, écoutez, pour Khaled Essebsi, s'il a signé, aujourd'hui c'est lui qui porte l'engagement du pays. S'il a signé, non, je prends l'hypothèse. Bon, s'il n'a pas signé, tant mieux. Bon, peut-être, tant mieux pour nous. Je ne sais pas, je ne connais pas le détail technique. On ne peut pas parler comme ça. Il faut creuser et voir. Khaled Essebsi, je ne le défends pas. Il est en train de faire son travail. Tout ce que je sais, c'est un bon négociateur. Il vient de la vieille école. Je pense qu'il faut regarder ce qu'il a fait. Il faut essayer de creuser un petit peu. Et puis après, discuter. Tout ce que j'essaie aussi, il faut savoir que la constituante, quand elle va démarrer, elle va faire un état des lieux de l'existant. Et à partir de cet état des lieux, prendra les bonnes décisions, gardera les bonnes choses et éjectera les mauvaises choses. Donc voilà, donc pour nous, c'est un petit peu tôt et on ne connaît pas le détail technique, avec le mot technique. Pour, on va dire, la dette tunisienne et concernant l'audit. Donc on est pour un audit. On est pour un audit de la dette odieuse. Donc là, il n'y a pas d'ambiguïté dans la position du parti. Par ailleurs, nous avons donné un exemple, on va dire, fort au monde entier par rapport à notre révolution. Donc on est, on va dire, sous les feux de l'action, donc tout le monde nous regarde. Il faudrait qu'on garde en fait cette image de leader dans nos positions. Et donc pour moi, le moratoire et la suspension de paiement n'est pas le moment ou on va dire, la bonne réponse à notre position actuelle, on va dire, dans le monde. Et après, par ailleurs, je voudrais rajouter sur la question, c'est qu'une fois que l'audit est terminé, il y aura des actions à prendre. Et là, la réponse, elle sera donnée, on va dire, par un gouvernement qui consultera la Chambre des députés. Donc il y aura en fait une position, on va dire, prise par le peuple tunisien par rapport, on va dire, à ces représentations. Donc là, c'est la première réponse. Donc je passerai la parole à Ramel pour développer la suite. Alors, en plus, dans notre parti, on a mis le citoyen vraiment au centre de tout, c'est-à-dire on essaie de fabriquer une démocratie qui soit très voisine du citoyen, c'est-à-dire qui l'entoure, qui l'encadre, par une décentralisation forte déjà en ce qui concerne. Donc pour revenir à la question, en fait, c'est le citoyen qui décidera s'il y aura moratoire ou pas. En tous les cas, on compte le responsabiliser par rapport à cette décision-là, et il faut que le pays reste crédible parce que indépendamment de tout, il ne faut pas oublier que en fait, la colonisation est rentrée par là, par une dette. Donc l'affaire est grave, ce n'est pas une affaire qu'il faut traiter comme étant la dernière affaire à regarder après la démocratie, après ceci, après cela. C'est aussi grave que tous les autres problèmes qui se posent sur le... Oui. Vous avez des propositions pour la Constitution pour limiter le retour à la dette? Alors, mettre des paliers, non. Pas à ma connaissance du moins. On espère que la Constitution sera faite de sorte que le pays soit toujours dirigé par les gens des partis et donc par des gens responsables, choisis par le peuple. Et donc, si c'est le peuple qui choisit, ça engage la responsabilité du peuple, donc il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit. Et le plan Jasmin ? Alors le plan Jasmin, pour être franc et direct, je n'aime pas... pour être franc et direct, on aurait dû nous prévenir un petit peu. Je ne suis même pas au courant, ni mon collègue, du contenu du plan Jasmin. Il y a des articles qui figurent dans la presse, donc on parle du plan, mais on ne connaît pas le contenu. Le contenu, on ne va pas discuter. Donc on ne va pas débattre d'un contenu. Nous, on débat sur des choses pratiques que l'on a lues. Le détail n'est pas disponible, voilà. Donc on ne peut pas prendre en fait des décisions de si plan, donc il faudrait aller au dire fond des des choses choses. juste Bon, ce qu'on va faire, Qui a été préparé. Alors,
Un plan qui a été préparé donc, avant la constituante, sans consultation des partis, sans consultation du peuple. Sylvain Girard-Sleps, il ne représente qu'un gouvernement provisoire. Quelque part, on ne peut pas prendre des décisions aussi importantes sur un gouvernement, c'est-à-dire ça n'engage qu'un gouvernement provisoire. Et je pense que les gens qui essaient de faire signer, en tous les cas, quoi que ce soit, par un gouvernement provisoire, ne sont pas, manquent quelque part de démocratie eux-mêmes. Moi, si le FMI ou la Banque mondiale essaient de faire signer Sylvège et tout de suite, pour profiter du fait que l'on soit dans le flou total, que c'est très provisoire, nous, ça ne nous convient pas. En tous les cas, ça compte pour du beurre, quel que soit le... C'est après qu'on peut regarder. En ce qui concerne la position de l'UPL, Union Patriotique Libre, elle est claire. L'objectif, c'est de contrôler tous les comptes publics de l'État, que ce soit dans le passé, dans le présent ou dans le futur. C'est-à-dire on est d'accord pour créer une institution indépendante, un audit, mais un audit non fantaisiste, c'est-à-dire avec des personnes qualifiées, des experts indépendants qui n'ont milité dans aucun parti politique et qui représentent les citoyens. Et parallèlement, nous sommes pour la création d'une Cour des comptes, c'est-à-dire avoir deux axes, un audit qui représente le peuple et une Cour des comptes, mais pas une Cour des comptes comme celle qu'on avait sous Ben Ali, c'est-à-dire des personnes qui sont infiltrées et qui cachent la corruption, parce que je pense que la corruption elle est encore présente en Tunisie, elle est encore présente. On peut dire créer, élaborer des institutions parlementaires, publiques, mais l'objectif c'est de créer de véritables institutions efficaces qui donnent à chacun de nous, c'est-à-dire au peuple au niveau local, d'y participer, et non pas les personnes, c'est-à-dire au peuple, aux populaires, aux personnes qui sont laissées en périphérie, de les former pour qu'eux-mêmes puissent s'autocontrôler, déjà dans le cadre des associations. Parce que vous savez que le tissu associatif est une importance au niveau local, elle permet de réaliser des actions, déjà le financement des associations. Il faut savoir où l'argent va, où il va, à quelle destination, et enfin, je précise au niveau parlementaire. Vous savez que le Parlement, l'Assemblée nationale, vote les lois de finances. Les lois de finances sont réglementées par la Constitution, une norme supérieure qui est la colonne vertébrale de l'État. Eh bien, ces lois de finances doivent prévoir un cadre strict d'autocontrôle, c'est-à-dire contrôler efficacement, et non pas, comme ce qu'on connaît depuis des années, des institutions fantaisistes de simple communication qui ne servent à rien. Et pour la Constitution, est-ce que vous êtes pour mettre des limites Alors, pour la Constitution, j'enseigne le droit à l'histoire des institutions parlementaires et le droit constitutionnel, je vais être claire. La Constitution, c'est la norme supérieure, c'est-à-dire qu'elle est en amont et toutes les lois et les circulaires, les directives descendent du respect de la Constitution. Si dans la Constitution, vous n'intégrez pas au niveau pédagogique le fait qu'une institution est créée au niveau de la Constitution pour autocontrôler d'une part, représentée par le peuple, et d'autre part, une institution étatique, eh bien, ça n'ira pas. La Constitution doit intégrer ces deux mécanismes, ce qu'on appelle une technique d'arbitrage populaire. Voilà. Et pour le plan Jasmin ? Alors pour le plan Jasmin, le plan qui a été mis en place au jour d'aujourd'hui, c'est une préparation, c'est pas une exécution en fait. C'est une préparation pour ceux qui vont être élus, et éventuellement pour l'exécuter ou pas. Donc déjà c'est juste une préparation, c'est pas quelque chose qui va être imposé en fait. Au jour d'aujourd'hui, la Tunisie a un besoin absolu actuellement qui est de l'emploi. Donc il faut qu'il y ait un plan au jour d'aujourd'hui massif pour créer de l'emploi. Si on ne crée pas d'emploi, ça va être encore pire les années qui arrivent. Donc en fait, il faut qu'il y ait des investissements maintenant des infrastructures, les autoroutes, les écoles, les hôpitaux. En fait, pour qu'il y ait une ville où il y ait une croissance économique, il faut qu'il y ait une autoroute qui va jusqu'à cette ville-là. Donc il faut construire des routes. Donc en fait, il va y avoir l'État qui va investir, et ensuite on va avoir tout le privé qui va venir les rejoindre. Il faut auditer notre dette. Le moratoire, pour nous, c'est plus les bailleurs de fonds et les créanciers qui doivent le faire. Donc, c'est-à-dire il doit y avoir une pression de la part de la société civile tunisienne et étrangère pour inciter les créanciers et les bailleurs de fonds étrangers
à arrêter à suspendre le paiement de la dette tunisienne, au moins pendant la période de l'audit. Parce que ça semble contradictoire de faire un audit tout en continuant à payer ce qu'on est en train d'auditer. Donc ça semble plutôt logique et légitime de faire un moratoire pendant la période de l'audit. Mais ça devrait venir des créanciers eux-mêmes et des bailleurs de fonds. Et juste quelque chose pour monsieur Renaud Vivien, il est malheureusement plus parmi nous, mais donc je m'adresse à la caméra pour lui parler. S'il y a une leçon à apprendre de l'expérience argentine, c'est pas qu'il faut suspendre le paiement de la dette et de faire faillite, mais c'est justement de ne pas arriver à faire faillite. Et comment? Parce que l'Argentine a été l'élève modèle du FMI, ils ont obéi au doigt et à l'œil à tout ce que le FMI leur a demandé. Et donc si nous, on doit faire quelque chose, si déjà être très prudent vis-à-vis du FMI et s'assurer d'une équité dans les termes des projets qu'on peut avoir avec eux, chose qui n'est pas garantie et qu'il faudra lutter pour avoir une équité dans les accords commerciaux. Excusez-moi, j'ai juste une précision, je me permets. Non, vous n'avez pas le droit. Ah non, c'est à propos du plan Jasmin, c'était juste... On va y répondre, je vais y répondre. Non, mais c'est pour les propos de M. Gélo Larrier, parce qu'il a précisé dans le plan Jasmin, c'est écrit que le gouvernement qui viendrait après pourrait amender le plan, mais qui s'était engageant. C'est-à-dire que dans ses propos, c'était comme si... Non, mais dans ses propos, je dis pas que c'est la vérité, je dis comment lui, il le pense. On livre des positions de parti, donc ça c'est votre opinion, Gélo Larrier. Donc les positions de parti sont claires, donc il n'y a pas à revenir dessus. Voilà. Je vais parler de ça. Non, alors, juste entre parenthèses, juste, c'est pas pour faire de la publicité, il se trouve que lors déjà dès le gouvernement Ranouchi 1 et 2, on m'avait proposé d'assurer certaines responsabilités dans le cadre du gouvernement, ce que j'ai refusé et je suis content de ce choix. Il se trouve aussi que dans la préparation du plan Jasmin, j'ai été consulté en tant qu'expert sur un certain nombre de sujets, donc je peux vous fournir un certain nombre d'informations sur ce sujet tout à l'heure de mon intervention. Deux points. Par rapport à la dette, je crois qu'on est clair, il faut auditer. Il est clair aussi que si les bailleurs de fonds le veuillent bien, parce que ce n'est pas une décision unilatérale d'arrêter, de suspendre le paiement de la dette pendant le moratoire, de faire un moratoire, il faut que ça vienne en accord avec les bailleurs de fonds. Et donc, effectivement, nous militons pour qu'on arrive à convaincre les bailleurs de fonds de suspendre le paiement, le temps de faire un diagnostic et un diagnostic précis. Concernant le diagnostic lui-même, il se trouve que c'est pas quelque chose de facile de faire un diagnostic de la dette. C'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps. Pour la simple et bonne raison que, ce que je disais l'autre jour, c'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont eu vraiment des dictateurs politiques ou idéologiques et ils ont souffert. Il y a d'autres peuples qui ont eu des dictateurs politiques, idéologiques, mais en plus corrompus. Et là, ils ont souffert un peu plus. Et il y a les Tunisiens qui ont souffert le plus parce qu'ils ont eu le droit à un dictateur corrompu, mais en plus, il sait corrompre, il sait faire de la corruption. Je dis ça pour deux choses, parce que tout à l'heure, j'ai entendu pas mal de termes sur cette dette-là. Il faut distinguer deux types de dettes odieuses. Il y a les dettes odieuses et il y a les dettes illégitimes. C'est quoi une dette illégitime? C'est une dette dont le coût de remboursement vous interdit ou vous empêche de faire un développement social pour permettre une vie meilleure pour vos citoyens. Ça, c'est la première partie de la dette. Sur cette partie-là, effectivement, je pense que s'il y a une dette là-dedans, quelque chose à reprocher, elle se trouve là. Par contre, l'autre partie de la dette, qui est ce qu'on appelle la dette odieuse, c'est une dette qui a servi pour un enrichissement personnel. Comme ça veut dire que j'ai ce même temps. Juste pour vous dire, c'est bientôt fini. D'accord, ok. Oui, mais j'ai pas fini. Donc, sur cette partie-là, ce qu'on regarde aujourd'hui, c'est que la famille Ben Ali, ils n'ont pas volé de l'argent qui vient de l'étranger en direct. Ça va être très difficile de le prouver. Ils ont volé parce qu'ils avaient libre accès à la Banque centrale, parce qu'ils ont volé l'argent des privés, avec la règle 50-50, et donc ça va être très dur auprès de bailleurs de fonds de les convaincre qu'il y a une partie là-dedans. Donc il faut qu'on soit vigilant, et ça prendra beaucoup de temps. Le plan Jasmin. Le plan Jasmin, il est clair qu'aujourd'hui, il n'y a pas de signature. Ce qu'il y a des accords et des promesses sur trois types d'argent. Il y a une partie qui est du don. Bon, ça, d'ailleurs, c'est la seule partie qui a été débloquée, à ce que je sache, par AVC, à moins qu'il a fait autre chose sans qu'il nous le dise. Deuxièmement, il y a une partie qui s'appelle les prêts bonifiés. Donc là, c'est
des garanties sur un certain nombre de taux. Et il y a la troisième partie qui est recours effectivement à ce que vous appelez vous la dette, qui n'a pas de limite, qui suit le taux d'intérêt suit le cours du marché financier mondial. C'est généralement de la famille et les autres. Donc aujourd'hui, je ne peux pas considérer qu'il y a un engagement du gouvernement provisoire par rapport à ça. Donc après, une fois qu'on aura une assemblée élue constituante légitime, c'est à elle de décider de... Ce que nous disons, et d'ailleurs j'ai publié pas mal d'articles là-dessus, et ce qui fait vraiment des différences par rapport à l'état d'esprit concernant cette... Nous ne sommes pas amenés à gouverner, nous refusons de participer dans une gouvernance, première chose. Donc nous sommes là, si nous sommes élus, nos députés constituants auront pour charge d'écrire et de participer à l'écriture de la Constitution à partir du projet que nous avons déjà écrit et qui est encore en discussion participative sur le site internet. Sur la question de la dette, je pense que la question de la dette est très intéressante. Il y a beaucoup d'autres sujets, hein, comme l'argent politique par exemple. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été posé plusieurs fois dans ce truc, mais c'est très important. La question de la dette, nous sommes bien sûr pour un audit, mais dans le projet de constitution que nous avons rédigé, nous avons émis un certain nombre de principes. D'abord, qu'on ne recourt à la dette que si vraiment il n'y a pas de ressources internes. La deuxième chose, c'est que la dette ne doit être faite que pour des projets d'infrastructures, etc. Ça a été dit, je n'y reviens pas. Et surtout, ce qui nous semble le plus important, et vu tout notre passé, c'est les mécanismes de contrôle. Nous, dans notre projet, nous avons plusieurs mécanismes de contrôle des gouvernants, des gouvernements, de l'État, qui permettent à la société, justement, à la société civile, d'intervenir et de contrôler tout ce qui est fait en notre nom. Donc, pour cela, parmi les instances de contrôle des affaires publiques, nous avons projeté une commission, une instance qui s'appelle la commission des crédits, qui sera chargée, qui est une instance constitutionnelle, donc indépendante forcément, qui est choisie par le Parlement et qui va avoir pour tâche de suivre, de discuter et de publier tout ce qui est en rapport avec la dette, et toute information sur la dette doit être obligatoirement mise à la disposition du public sans aucune restriction. Ça c'est pour la dette. Le plan Jasmin, je ne répéterai pas ce qui a été déjà dit. Monsieur Bajirad Sebsi, il en a encore pour quelques jours. Il est là, il en est pour quelques jours, le temps que la constituante non seulement soit élue, mais qu'elle désigne le gouvernement et le président. Et dans ce cas-là, la constituante va décider. Effectivement, il a pris un engagement, mais pas plus que de signer pour 5 ans, donc il n'a pas le droit actuellement, et il le sait très bien, de s'engager plus. Donc, ce plan Jasmin, dont la plus grande partie n'est pas vraiment publique, qu'on ne connaît pas vraiment, parce que ça n'a pas été publié, il y a des informations, des rumeurs qui circulent, etc. Donc, c'est à la constituante de faire le point, et ce que quelqu'un dit des audits et des Grenelles, c'est ce que malheureusement aurait dû faire ce gouvernement provisoire. Il aurait dû dès le départ faire ça. Donc le plan Jasmin, Allah yarhamou, c'est